Salut à tous et salut à toutes. Bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour cette nouvelle semaine du mois de janvier 2025 pour aborder une nouvelle thématique autour de l'NBA, autour du basket en général. J'espère que vous êtes prêts parce que là, on va avoir un gros dossier sur la table aujourd'hui. On ne va pas parler nécessairement d'actualité, on ne va pas parler de telle ou telle équipe, de telle ou telle dynamique. On a décidé de s'attaquer à un gros sujet avec Anna, évidemment, qui est là. Salut Anna. Hello, comment ça va? Ça va nickel, ravi de te retrouver à nouveau. On ne se quitte plus toutes les semaines depuis le mois de décembre. Là. Ah ouais, non, c'est des dates réguliers là. Tout à fait. La semaine dernière, Yannick était de la partie aussi. Je vous invite à aller réécouter l'épisode qu'on avait tourné tous les trois. Oui, c'est ça, on était tous les trois. Et là, on va se retrouver tous les deux en tête à tête pour un épisode un petit peu particulier. Donc, parce que on regardait un petit peu le calendrier des événements qui allaient arriver. Et c'est vrai que dans quelques jours, à Paris, va se dérouler les NBA Paris Games 2025 avec non pas un, mais deux matchs qui auront lieu entre les Spurs de San Antonio et de Victor Wembanyama surtout, et les Pacers d'Indianapolis de Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et compagnie. Mais c'est vrai que Victor sera la grande attraction à ce moment-là. Et on s'est dit, dans le cadre de ces matchs à Paris délocalisés et internationalisés, ça pourrait être l'occasion d'aborder un petit peu ce sujet-là. Ouais, exactement. Je pense que c'est un sujet qui a le mérite d'être, au-delà du fait d'être intéressant, il est très d'actualité. On parle de plus en plus de l'internationalisation de la NBA, de sa capacité, la NBA, donc la Ligue, à être devenue une marque et une marque internationale. Donc, ça se transmet, ça se voit surtout par les jeux, par des matchs, pardon, dans les d'autres pays et en Europe ou à Abu Dhabi ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en parler. Carrément. Parce que c'est un sujet qui me plaît bien. Bon, bah, tant mieux, c'est très bien, c'est pas plus mal. Et moi aussi, ça me plaît pas mal, donc on va essayer de vous balayer ça, évidemment. On va pas vous faire un cours sur ça, on n'est pas là pour ça, mais bon, il va y avoir quand même quelques chiffres, un petit peu d'histoire, on fera un petit peu de projection et pourquoi pas de science-fiction à la fin de ce podcast-là pour vous accompagner autour de cette thématique. Juste avant d'attaquer, on vous rappelle les réseaux de The Free Agent, Instagram, Twitter, X, TikTok, Facebook pour les plus anciens. Et sinon, vous avez le site internet et l'application. C'est gratuit. Allez télécharger l'appli TFA pour avoir tous les articles sur la NBA, sur la NFL. C'est les playoffs en ce moment. Je sais que tu as suivi un petit peu ça ce week-end, Anna, les playoffs NFL. On a suivi ça. C'était bien sympa. Et ça continue le week-end prochain. Donc voilà, il y a le baseball aussi et le hockey, bien évidemment. Bon, nous, on va s'attaquer à notre sujet. On a décidé de faire deux blocs. Un bloc, on va commencer par ça, le côté un petit peu historique. Si tu veux bien, on va revenir sur les grandes dates en fait qui ont fait que la NBA est partie un petit peu s'exporter ailleurs que sur le territoire américain, nord-américain en tout cas. Et on enchaînera derrière avec la deuxième partie. Donc les projets de la NBA, projets plus ou moins futuristes, plus ou moins crédibles. On pourra en parler. Je vais garder la main si tu veux sur le côté un petit peu historique et alors il va y avoir quelques dates là, mais c'est vrai que c'est toujours important de reposer le contexte quand on veut parler d'une thématique. Alors il y a peut-être des éléments, des dates, des événements que vous connaissez, vous dire ouais bon ok c'est bien, il nous répète des trucs, et il y a peut-être certaines choses moi que j'ai découvertes pendant que j'étais en train de préparer cette émission, donc ce sera peut-être aussi pour vous l'occasion d'en apprendre un petit peu plus. Alors est-ce que toi Anna tu connaissais la première date où vraiment la NBA a décidé de sortir de son territoire pour aller proposer un match qui n'était pas un match officiel à cette époque-là, mais d'avoir une de ces franchises sur un territoire qui n'était pas sur le territoire américain? Pour la beauté du geste, je vais te dire non. Bon, c'est bien aimable. Surtout, je sais que tu le sais, mais parce qu'on en a parlé. Mais alors, ça date, c'est pas tout neuf. C'était en 1978. Alors, c'était un match d'exhibition. C'est entre les Washington Bullets, en plus une franchise du coup qui a changé de nom depuis et qui était championne à l'époque. Et c'était contre le Maccabi Tel Aviv. C'était le 7 septembre 1978. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait un paquet d'années maintenant qu'il y a eu ce premier match-là où une franchise NBA avait décidé de
s'expatrier en tout cas et d'aller voir un autre territoire. Après, ça a déroulé. En 1984, il y a eu un premier match de pré-saison. Donc, on est un petit peu monté en gamme. Alors, ils ont fait un petit tour d'Europe. Ils ont été en Italie du côté de Milan. Ils ont été en Suisse. Ils ont été en Allemagne de l'Ouest à l'époque. Et il y avait 3 franchises. Il y avait Phoenix, il y avait Seattle et il y avait les New Jersey Nets. Tu vois, alors même pareil, la New Jersey aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est Brooklyn. Et dans les années 90, même en 1990, le premier match de saison régulière, c'était au Japon. Alors ça, je ne le savais pas. Je ne sais pas si toi, tu étais au courant. Il y avait eu 2 matchs à cette époque-là. C'était le 2 et 3 novembre. Et ça avait été un bordel monstre à l'époque. C'était des salles qui étaient blindées de monde. Parce que c'est vrai que, en fait, c'était un tournant pour la NBA et pour le basket en général d'avoir, là, du coup, dans un match de saison régulière, tu as 2 équipes officielles d'une ligue américaine qui vont jouer sur un autre sol et qui vont jouer au Japon, donc vraiment à l'autre bout du monde. Exactement, c'est quelque chose d'assez inédit et surtout pour l'époque. La NBA surtout n'avait pas forcément une super réputation, n'était pas forcément, c'était connu dans le monde, mais pas tant que ça finalement. Il n'y avait pas une super image de la ligue et donc voilà, donc c'est quelque chose d'assez inédit. Et puis ensuite, donc l'arrivée de David Stern donc à la tête de la NBA fait que en fait, il y a un changement drastique. David Stern, quand il arrive, il comprend que la ligue, c'est une catastrophe avec les problèmes de coke, enfin de drogue en général, mais surtout la cocaïne. C'est un problème aussi avec toute la mauvaise réputation que ça peut avoir, et le look, le look beaucoup, mais voilà, très un peu trop street si on veut, et sans manquer de respect à ça, mais pour David Stern. Et donc en fait, lui, il se dit, ok, donc la ligue doit devenir une marque, et pour ça, il faut mettre en avant donc mes stars. Qui a à l'époque, je te le donne en mille, vas-y. Voilà. Tu Voilà. avais un certain Michael Jordan qui démarrait en tout cas fin des années. Et en fait, c'est ça la beauté aussi de David Stern, c'est qu'en fait, il a eu le flair ça. De commencer à dire, OK, lui, il va être exceptionnel, ça va être un petit peu mon cheval, mon porte-drapeau, etc. Mais à côté de ça, tu avais quand même Magic Johnson, pour qui David Stern avait un amour particulier. Il appréciait beaucoup cette personne. Il y avait Larry Bird, il y avait Karim, il y avait quand même beaucoup de joueurs qui faisaient que la ligue était au-dessus et faisait dire à David Stern, OK, maintenant c'est une ligue de superstars. Et en fait, il va développer ça jusqu'à arriver donc aux Jeux Olympiques de 92 Barcelone. C'est ça. Alors, juste pour redater David Stern, alors il arrive dans les locaux, il traînouille un peu dans les locaux de la NBA à partir de 1978, mais il devient commissionneur en 1984. Donc, en termes de date, ça correspond à ce que je vous disais, 84, premier match de pré-saison en Europe, 1990, donc 6 ans après l'arrivée de David Stern au sommet de la NBA, premier match de saison régulière. Donc, ça va typiquement dans cette logique de vouloir développer une marque, de développer un produit qui est la NBA, et essayer de faire que ce produit fonctionne à l'international. Et juste avant d'enchaîner sur Barcelone, cette date-là de 1990, c'est vraiment un tournant. Donc pour la NBA, on en a parlé, mais même pour les sports américains, parce que nous, avec The Free Agent, on parle des sports américains en général. Et quand on regarde en fait les autres sports majeurs américains, leur premier match de saison régulière dans leur sport à l'international, c'est beaucoup plus tard. Le baseball, c'est en 1996. Le hockey sur glace, c'est en 97. Alors, le foot américain, c'est en 2007. Donc, c'est vraiment encore plus loin. Mais donc, la NBA, encore une fois, a été précurseur, a été pionnière dans ce domaine-là, dans le côté, tiens, on va aller rencontrer les fans du monde entier et on va aller sur leur sol, sur leur territoire et leur proposer les joueurs qui peuvent suivre. Alors, il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas toute cette facilité qu'on a aujourd'hui, mais tu pouvais quand même suivre les joueurs même dans les années 90. Alors, il y a eu aussi, je ne sais pas si toi, tu en as des souvenirs, Anna, avant, alors c'est avant et pendant la période Barcelone, mais à partir des années 90, fin des années 80 et jusqu'à 99, les tournois McDonald's. Je ne sais pas si ça te parle.
Ouais, ça me parle. Après, c'est pas le tournoi que je connais le mieux, mais alors je sais que tous les adeptes du basket de ces années-là connaissent les tournois McDonald's et en parlent comme un truc extraordinaire. J'aurais jamais eu la chance d'en voir, malheureusement. Non. Et du coup, il y avait quand même. Alors, il y a eu trois fois des clubs français qui ont participé. C'était une sorte de mini tournoi à 3 ou 4 équipes, je crois. Limoges avait joué en 91 et 93 et le PSG Racing. Alors, ce club-là n'existe plus aujourd'hui. C'était en 1997, mais il y a quand même eu des noms. Tu citais quelques-uns des noms. Tu citais Larry Bird tout à l'heure. Tu citais Mhm. Jordan. Ces mecs-là ont joué dans les tournois McDonald's. Tu as eu du Hakim Olajuwon, tu as eu du Tim Duncan aussi, du Sam Cassell. Des vrais noms. Alors à l'époque, c'était pas des légendes comme on les connaît aujourd'hui, mais c'était déjà pour certains des noms et des joueurs très réputés, et ils allaient dans ces tournois en fait qui permettaient à la NBA quand même de vendre aussi son produit lors de matchs qui n'étaient pas des matchs couperés, tu vois, mais qui Ouais. étaient des moments où tu pouvais rencontrer des vrais stars. Et donc, je vais te laisser la main là-dessus, il y a eu vraiment cette explosion à l'image de l'Europe et du monde avec les Jeux de 92 en Barcelone, à Alors Barcelone. voilà, en fait, donc, c'est la capitalisation en fait de cette stratégie marketing vraiment que David Stern a implanté. En fait, il s'est dit les personnalités sont plus faciles à suivre que des équipes. Quand tu suis une équipe, c'est plus ta région, ton état. Tu vois, enfin, d'une manière générale, quand t'habites en Californie, bah tu vas pas kiffer les Celtics. Bah, je te donne un truc surtout à On est l'époque. d'accord, oui, bien Donc sûr. en fait, le but de David Stern à l'époque, c'est vraiment de sortir de ce côté équipe et de faire donc de chaque personne une star que les gens vont suivre. Les gens adorent s'identifier à des personnalités, etc. Donc, dans cette stratégie-là, les Jeux Olympiques de 92 arrivent et ben, tu as les meilleurs joueurs du monde en 92. Tu as Magic Johnson. Alors, Magic Johnson, c'est encore un autre problème. C'est très différent avec l'histoire du VIH en 92, mais quand même Magic Johnson avec toute son aura. Larry Bird, mais surtout Michael Jordan, sur lequel David Stern, en fait, a beaucoup capitalisé comme figure de proue donc de la ligue. Et bon, bah voilà, on connaît le phénomène que ça a fait, les superstars, l'attitude qu'il y a eu. Et, et voilà, et en fait, c'est ça qui a permis l'explosion, si tu veux, de toute la ligue donc aux yeux du monde. Et c'est en ça, c'est génial les Jeux Olympiques, rien que pour ça, en fait, parce que ça reste la plus grande scène internationale, mondiale, tout ce que tu veux, en fait. C'est-à-dire que tout le monde regarde les Jeux Olympiques. Mm. Et donc, forcément, bah, pour le génie marketing qu'est David Stern, bah, les Jeux Olympiques de 92, eh ben, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a que ça. Et puis, alors, le niveau et la Dream Team, l'appeler comme ça, et ça donne un côté American Dream, tu vois, et ce côté un peu inaccessible, ce côté. Bref, tout y est, tout est rassemblé. Et puis après, bon, bah, voilà, l'internationalisation est en marche. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et on continue donc toujours dans ce côté. On va pas suivre. On va supporter une team, oui, mais on va d'abord supporter son joueur. Ouais, Donc, carrément. et d'ailleurs, ça existe toujours aujourd'hui. Il y en a plein qui suivent les joueurs partout où ils vont. Les fans de LeBron James aujourd'hui, ils vont là où il va. Ils étaient fans de Cleveland, après ils étaient fans de Miami, etc. Tu vois, c'est mon cas aussi. Et partout où LeBron James à l'époque allait, bah, j'étais Mhm. avec lui. Donc voilà, donc c'est une vraie stratégie. Et puis, donc voilà, ça va, le côté international, c'est aussi ce côté, ok, bah, le fait de faire de la Ligue NBA une marque, bah, en fait, il faut qu'il y ait un rayonnement international. Ils voient la Ligue en grand, et donc c'est comme ça que du coup, ça se développe au fur et à mesure. Carrément. Alors, moi, je vais vous donner encore quelques autres chiffres pour aller vraiment pour constater à quel point il y a vraiment eu ce côté mondialisation, en fait, des matchs, dans le sens où des équipes se rendaient sur place, se rendaient dans tel pays, tel continent, pour des matchs de pré-saison NBA, donc dans l'histoire. Hein. Alors, j'ai peut-être pas la dernière année ou les 2 dernières années, parce que l'article que j'ai trouvé daté de 2022-2023, mais bon, bref, ça vous donne un ordre d'idée. Il y a 15 pays différents qui ont été visités pour des matchs de pré-saison. Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu
as différents continents. Donc, tu as la Chine qui était à plein de reprises, hein. Il y a eu 25 fois entre 2004 et 2019. Je crois que même il y a des matchs qui vont retourner en Chine en 2025 ou 2026. J'ai cru voir passer l'article. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est Ouais. ça. On sait il y avait eu des tensions aussi avec les derniers matchs qui avaient pu avoir eu lieu en Chine. Il y a Mexico, évidemment. Il y a eu des matchs à Porto Rico. Il y a eu des matchs en France, en Allemagne, au Brésil, en Inde, à Taïwan, en République dominicaine, aux Philippines, en Italie, au Japon. Donc, bref, c'est vraiment un côté globe-trotteur de la NBA. Et par contre, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que dans les matchs de saison régulière, par contre, le côté vraiment très sérieux, il n'y a que 4 pays qui ont connu des matchs de saison régulière en NBA. Le Japon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était de 1990 à 2003. Il y a le Mexique depuis 97. Hein, tous les ans, il y a un match à Mexico, un ou deux. Tu as eu Londres de 2011 à 2019 et depuis 2020, Cocorico, tu as Paris. Mais tu vois que là, la NBA cible vraiment des pays, des marchés, c'est vraiment des marchés pour le coup, qui sont vecteurs. On sait que la France, c'est le premier marché en Europe et le deuxième marché après les États-Unis en termes de chiffres pour la NBA. En fait, voilà, exactement. Et donc, comment ça part dans tout ça? C'est que en faisant des individualités, des superstars, ça permet non seulement de vendre ton merch, ça vend des maillots, ça vend des casquettes, ça vend des baskets, ça vend tout le produit NBA, et en plus, ça vend des deals télé. Et c'est là, en fait, et c'est à partir de là que ça explose, et c'est ça aussi qui permet donc de mesurer quelque part l'expansion de la NBA à l'international. Parce que, au final, tu, quand tu vends des deals, plus tu les vends cher, plus tu sais que tu as des téléspectateurs, etc. Donc il y a ça. Et puis, il y a aussi d'autres choses. Il y a des opérations marketing. Qui ne connaît pas aujourd'hui I love this game? Tu vois, c'est une phrase qui a fait le tour du monde. Et en fait, par là, ça te permet aussi de mesurer quel est l'impact que tu as sur tous les pays qui t'intéressent. Alors évidemment, tu vas target. Aujourd'hui, je pense que c'est pas anodin qu'on soit parti de Londres et qu'on soit venu à Paris pour la NBA. C'est pas anodin du tout. Le fait qu'il y ait à Mexico, c'est pas anodin non plus. Le fait que là, il y ait des matchs en pré-saison à Abu Dhabi, c'est très loin d'être anodin également. Donc, c'est dans des stratégies, en fait, où tu comprends que finalement, la NBA veut se développer sur certains points et amplifier sa notoriété sur d'autres pays. Et c'est ça qui est extraordinaire. Après, tu as les tournées aussi des joueurs organisées par les équipes dans l'intersaison. Mais ça aussi, alors ça, surtout en Chine, finalement, c'est très fort. On sait que James Harden, par exemple, est une superstar en Chine. J'allais te le citer. Donc c'est vraiment, c'est des trucs comme ça. Et puis après, donc dans l'expansion, si tu veux, de cette ligue et de cet intérêt, en fait, qui grandit et qui grandit et qui grandit, bah, en fait, David Stern, dans son génie, en fait, décide d'ajouter des teams à la ligue. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu donc les Toronto Raptors qui existent encore, et puis les Vancouver Grizzlies, bon, c'est parti, et c'est maintenant les Grizzlies sont à Memphis, mais voilà. Et c'était aussi ce côté-là de développement au-delà des frontières, mais pas trop non plus. Oui, c'est ça. Exactement. Au début, on va doucement, doucement, piano va sano, c'est le mieux, tu vois. Mais malgré tout, ça montre aussi cette volonté de s'ouvrir un petit peu plus au monde. Après, voilà, après il y a d'autres choses, et dans l'évolution, si tu veux, du jeu, tu vas avoir donc les matchs aux heures européennes le week-end. Ça aussi, c'est une vraie volonté d'internationalisation. Ce n'est pas anodin, les heures européennes. Non, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que nous, on connaît ça aujourd'hui, c'est un vrai confort qu'on a, tu vois. Tu sais que tous les dimanches à 21h, parfois c'est même plus tôt quand tu as le décalage horaire et qu'ils n'ont pas fait le décalage aux États-Unis, mais bref, tous les dimanches, 20h, 21h, tu as ton match de NBA. Un peu comme tu as ton match de foot, en fait, aujourd'hui, c'est juste que tu as ton match de NBA. Mais en fait, il faut toujours se souvenir, alors ça fait un peu les vieux qui radotent, mais que pendant longtemps, ça fait très peu de temps, en fait, à l'échelle, tu vois, de la NBA, à l'échelle de la mondialisation de la NBA, ça fait très peu de temps qu'il y a ce côté développement, comme tu dis, des horaires européens, d'essayer d'aller capter au plus près le public, tu vois, que tu cibles. Et quand tu cibles des téléspectateurs anglais, italiens, espagnols, européens de la partie ouest de l'Europe, en tout cas, tu vas pas. Oui, c'est sûr que c'est plus facile d'aller les aborder sur des matchs à 20h, 21h que sur des matchs à 3h du matin. Même si tu auras toujours ta base, évidemment, d'accros
qui vont s'infuser des matchs toute la nuit pendant toute la saison, mais c'est pas le cœur de cible de la NBA, c'est pas comme ça qu'ils vont ouvrir leur développement. On a parlé de plein de pays, de plein de continents, mais il y en a un qu'on n'a pas trop abordé, c'est le continent africain. On sait que tu parlais de David Stern et on peut aussi prolonger sur Adam Silver parce que Adam Silver, il a pris le relais, il a pris le flambeau de tout le travail qui a été proposé par David Stern et sur tout ce qu'on a abordé depuis le début. Mais sur le continent africain, on sait qu'il y a des vrais enjeux aussi pour la NBA de développement, du business évidemment, mais aussi de la recherche de nouveaux talents pour faire en sorte que la ligue soit toujours de plus en plus compétitive. Je ne sais pas si toi, tu as des éléments, des choses que tu veux aborder sur ce truc-là. Moi, j'avais noté quelques événements, quelques dates qui font foi sur ce développement sur le sol africain, mais on sait que la NBA veut vraiment s'implanter durablement sur ce continent. En fait, je pense que ça. Alors, c'est pas mon domaine de prédilection, mais je sais qu'il y a certains talents en NBA qui viennent d'Afrique et qui ont permis en fait à David Stern de dire ok, tiens, ma stratégie de globalisation, ma stratégie, oh là là, t'es un ambassadeur toi, t'es plutôt sympa, t'as une bonne mentale, tu joues bien, t'as de quoi, t'as une certaine aura. Bon bah vas-y, ok, tu veux t'investir pour ton pays natal, bah vas-y, on y va, je suis chaud. Et alors, évidemment que je caricature et que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais je pense à Dikembe Mutombo qui a fait beaucoup, qui a fait beaucoup pour l'Afrique, qui était un vrai ambassadeur de la NBA en Afrique et de l'Afrique en NBA. Donc c'est les deux en fait, ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Et ça reste l'idole de beaucoup. Avec son doigt, ce nono là, comme ça, c'est une icône. Et encore une fois, on s'identifie à ce joueur, on s'identifie à la personne. Donc, finalement, je ne sais pas si c'est là où tu voulais aller, mais en tout cas, moi, c'est à ça que ça me fait penser. C'est toujours cette stratégie, en fait, de faire des joueurs un ambassadeur global. Et donc, de fait, de les responsabiliser. Et donc, forcément, tu vas nettoyer la ligue qui avait des problèmes. Il y avait des problèmes de drogue et de fréquentation, et etc. Donc, finalement, ça aussi, ça va dans les deux sens. Donc, voilà, je pense que tu parlais des dates, etc., mais... Non, mais il y a un côté... Non, et c'est intéressant. Il y a un côté gagnant-gagnant, tu vois. C'est le côté où la Ligue, elle, va y trouver son intérêt parce que, comme tu dis, elle va aller chercher ces jeunes talents ou ces joueurs un peu phénomènes et va en faire des stars, des superstars, des produits, parce que là, on est sur le côté business NBA, on n'aime pas le mot, mais c'est comme ça, va en faire des produits marketing, va en faire des joueurs qui vont incarner, comme tu dis, une équipe. Et c'est vrai que je te rejoins complètement. C'est sûr que quand tu vis aux États-Unis, ce qui n'est pas notre cas, c'est comme dans tous les sports. Tu vas au début t'identifier à l'équipe de ton quartier, à l'équipe de ta ville, à l'équipe de ta région. Mais quand tu vis comme nous, on peut vivre en Europe ou tout ça, en fait, sauf si tu as une histoire particulière avec une franchise NBA pour des raisons X ou Y, quand tu découvres, tu vas la découvrir non pas par une ville, mais la plupart du temps, tu vas la découvrir par des joueurs. Et c'est là tout le talent, et je te rejoins complètement, Anna, c'est là tout le talent de David Stern et ensuite d'Adam Silver d'arriver à faire de par l'incarnation de ces joueurs-là, qu'ensuite les gens se disent attends, moi j'adore ce mec-là, même aujourd'hui encore, hein. Tu vois, les mecs qui adorent chez Gilgeous-Alexander, je pense que beaucoup plus de monde sont rentrés dans le prisme du Thunder par chez Gilgeous-Alexander que par un amour incommensurable pour le Oklahoma City, tu vois, pour la ville d'Oklahoma City, que je pense que personne ne pourrait bien la situer sur une carte, évidemment quelques-uns, mais grosso modo non, alors que chez Gilgeous-Alexander, voilà, beaucoup de monde le connaît. Et encore aujourd'hui, en 2025, cette stratégie fonctionne. Et c'est ça qui est fort. Donc c'est vraiment pertinent. Juste 2-3 chiffres, je continue à faire le professeur là-dessus, moi, parce que c'est des événements intéressants et on voit qu'il y a un vrai ancrage depuis maintenant 20 ans, en fait, sur ce continent-là, le continent africain, avec, depuis 2001, une sorte de tournoi qui s'appelle le Basketball Without Borders. Ça se passe également sur le continent asiatique et en Océanie, où en fait tu vas retrouver plein de jeunes prospects qui vont se retrouver sur le territoire africain ou là asiatique ou en Océanie. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, Noah Essengue et Nolan Traoré, qui sont deux jeunes prospects français qui visent la draft l'année prochaine, et on en parle
tous les fins de mois avec l'ami Jules dans notre émission autour de la draft. Bah, ces deux joueurs-là y étaient l'année dernière et ont même fini dans les meilleurs joueurs du tournoi. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même des jeunes pépites, des jeunes talents. Tu as eu un NBA Africa Game en 2015 et surtout depuis 2020, tu as la Basketball Africa League. Donc là, on en parlera peut-être tout à l'heure sur le côté science-fiction dans la deuxième partie, mais là, il y a une stratégie claire, nette et précise de la NBA. C'est pas on va vous mettre un match de saison régulière par-ci par-là, on va venir vous voir, on va venir vous. Là, on crée une ligue à part entière sur un territoire qui n'est pas le territoire des États-Unis d'Amérique, tu vois, pour développer la marque NBA, mais pour développer le basket, mais sous le sceau de la NBA. Tu vois. Ouais, exactement. Mais je reste persuadée que tout ça n'est pas anodin et que on sait très bien qu'il y a un vrai vivier de talent en Afrique. On le voit, hein, enfin, tu vois, actuellement, un des plus gros exemples, je sais que tu le portes pas trop dans ton cœur, mais Joel Embiid, quoi. Tu vois, c'est un vrai vivier. Il y a des vrais talents, il y a des vrais gros joueurs. Et je trouve que c'est plutôt intéressant en fait de voir à quel point la NBA a compris que autant les joueurs américains, il faut continuer à les élever si tu veux et à les entraîner et un truc pour avoir ce côté meilleur joueur du monde, mais à côté les mettre en compétition avec des vrais talents qui bossent dur et qui ont le truc, et ben je trouve que c'est hyper intéressant et c'est une vraie stratégie en fait de gagnant finalement. Exactement. Et voilà, donc c'est pour ça que depuis le départ, on sait que c'est pas anodin. Alors, il y a des limites, parce qu'au final, aujourd'hui, tu dis, ah ouais, mais attends, la team USA, regarde avec les joueurs, nanana, c'est pas, tu vois, l'étau se resserre et tout, mais ok. Mais en attendant, le modèle de ligue, ça reste la NBA. Évidemment. Et c'est américain. Et après, ce que la NBA aussi, la chance qu'elle a eue, mais c'est aussi en partie dû à tout le travail qu'elle a fait, c'est que tu parlais, il faut continuer à développer le vivier des joueurs américains, évidemment, même si on est tout le temps, là, depuis quelques années, à critiquer, tu sais, dans les drafts, regarde, tu vois, il y a eu 2 Français, avant, il y avait eu Victor, avant, il y avait eu tel mec, le nombre de joueurs maintenant, MVP, qui sont plus non américains, ça devient une blague tous les ans, mais en fait, c'est la chance aussi qu'a eu la Ligue, c'est que le basket s'est mondialisé, mais aussi parce qu'en fait, c'est pareil, la NBA a fait en sorte que le basket se mondialise, le basket s'est mondialisé aussi de lui-même, le niveau est monté et le niveau des joueurs internationaux en fait est monté. Et on sait, et comme tu le dis, la NBA reste la ligue la plus forte, donc les plus forts joueurs, qu'ils soient américains ou internationaux, ils vont où? Ils vont en NBA tôt ou tard. Tu as des mecs comme Luka Doncic, ils ont d'abord bossé en Europe, tu vois, avant d'arriver en NBA. T'en as d'autres, ils vont tout de suite en NBA dès qu'ils sont draftés. Tout ça, il y a plein de profils différents. Mais la NBA aussi, il y a eu cette chance-là, c'est que tu as quand même une internationalisation du niveau de jeu qui permet aussi à la Ligue de continuer à être toujours aussi forte. Je pense que, enfin, c'est marrant que tu dis ça parce que ça me fait penser qu'il y a aussi des joueurs américains qui sont partis jouer en Europe. Et en fait, je pense que ça a aussi participé à créer ce mythe autour de la NBA parce que forcément, les Américains, ils sont nés là-dedans, ils vivent là-dedans, ils sont bercés là-dedans, qu'ils y jouent, qu'ils y jouent pas, ou qu'ils y jouent beaucoup ou très peu, etc. Mais en tout cas, la NBA, ils connaissent. Quand tu as les Américains qui viennent jouer en Europe, ça parle, ça truc, ça machin, et là-bas, il y a ci et ça et machin. Résultat, je pense que ça a aussi créé ce mythe. Et dans les années 90, et tu vois quand même des sacrés talents qui viennent d'Europe, qui viennent des plus grosses ligues européennes, des meilleures équipes européennes, et qui viennent en NBA. Tu veux des exemples? Je pense que tu en as dans la tête. J'en ai pas 50. Le premier qui me vient, c'est Arvydas Sabonis, le père de Domantas, par exemple. Ouais. Mais il y en a d'autres, et je vais te laisser en citer si tu veux, mais c'est vrai que on n'était quand même pas sur un développement aussi ouvert que depuis les années fin des années 2010, tout ça devient banal en fait d'avoir des joueurs non américains qui arrivent en NBA et qui performent. Mais ça a commencé dans les années 90. Il y en a un auquel je pense et qui est
Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce que dans les Jeux olympiques, etc., dans les compétitions, c'est aussi ça qui a... Alors, juste parce que dans les Jeux olympiques, donc forcément, tu as les meilleures équipes qui se rencontrent. Tu as aussi... et donc, ça permet en fait de créer ou des rivalités ou des admirations, etc. Et je pense à Tony Kukoc, d'accord? Rivalité qui a commencé, etc., en 92 et après pour arriver en 94 donc, aux Bulls. Il y a ça. Et puis, il y a Drazen Petrovic. Enfin, genre, pour moi, c'est le joueur européen qui a été repéré dans des équipes internationales, entre autres, et qui va finir par être un virtuose du ballon orange de l'autre côté de l'Atlantique. C'est aussi ça l'ouverture de la NBA, finalement. C'est aussi ça l'internationalisation. Ça veut dire que en Europe, on connaît nos joueurs, on sait qui c'est, on les a vus grandir, on les a vus évoluer dans les équipes européennes, et puis hop, après ils partent en NBA, dans cette ligue un peu de rêve, et puis alors là, on les voit évoluer, on les voit briller, on les voit trucs. Donc ça aussi, ça participe. Et c'est si tu veux, la deuxième phase de cette stratégie de David Stern, c'est vraiment, en fait, d'attirer les vraies personnalités, les joueurs, etc., pour continuer et pour amplifier cette internationalisation. Et c'est extraordinaire. Enfin, à mes yeux, c'est extraordinaire parce que finalement, c'est du génie. C'est du génie de marketing. Et je sais qu'il y en a plein des puristes du basket, peut-être, qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, etc. Mais pour moi, c'est du pur génie de marketing. Et oui, la NBA, c'est devenu une marque. C'est devenu une marque de luxe. Vu tout l'argent qui tourne autour de ça, c'est devenu une marque de luxe. C'est extraordinaire. À mes yeux, c'est extraordinaire. Et je veux juste terminer sur David Stern parce qu'il n'a pas participé seulement à l'internationalisation de la NBA par cette histoire de Dream Team, etc., etc., de mettre en avant les personnalités des joueurs, mais c'est aussi parce que la WNBA, il ouvre donc la ligue aux femmes. Donc je pense que c'est hyper important d'en parler parce que finalement, ça aussi, ça participe un peu à cette renommée. Waouh, la WNBA et tout. Alors même si on ne connaît pas et même si on ne regarde pas forcément à l'époque parce que les diffusions, les machins, les trucs, oh, ah ouais, il y a quand même une ligue féminine. Ah ouais, ok. Et puis alors, je reviens sur ce que je disais par rapport à Magic Johnson, ce qu'il a fait par rapport à la sensibilisation au VIH et à l'effort en fait d'information, si tu veux, des équipes et des fédérations internationales par rapport au VIH pour faire participer Magic Johnson aux Jeux Olympiques en 92, c'est exceptionnel. Donc ça aussi, ça participe, si tu veux, au rayonnement de la NBA. Parce qu'en fait, David Stern, c'est le représentant de la NBA. Magic Johnson, c'est le représentant de la NBA. Oui, mais alors, mais si tu le touches et si tu touches son bras, ça ne veut pas dire que tu vas attraper le VIH. Donc en fait, il a fait énormément, directement et indirectement, pour un peu l'aura. C'est une sorte en fait d'être en avance sur son temps, si tu veux. Et je pense que c'était ça la grande spécialité de David Stern. Et ça me tient vraiment au cœur d'en parler parce qu'on est en janvier et que ça fait 5 ans qu'il nous a quittés et que je me remets parce que ça va, je ne le connaissais pas personnellement, mais à mes yeux, c'est un vrai génie de marketing. Et c'est un visionnaire et c'est grâce à lui aujourd'hui que la NBA est ce qu'elle est. Sinon, à mon avis, ça aurait coulé. Et puis aujourd'hui, Adam Silver, donc, qui est à la tête de la NBA, il a été personnellement choisi par David Stern. C'est pas anodin, ça non plus. Ah non, évidemment. Et Adam Silver poursuit très très bien le travail et tu me fais une très bonne passe décisive pour enchaîner sur la deuxième partie de notre sujet et parler un petit peu d'avenir, faire un petit peu de science-fiction, pourquoi pas, autour des projets à venir de la NBA. Alors, tout ça est parti de 2 articles du média The Athletic. Alors, toujours pareil, on vous le dit plein de fois, on vous conseille vraiment ce média-là. C'est un média américain, mais qui fait vraiment du travail de très, très grande qualité pour parler du basket et de plein d'autres sports en général, même des sports européens. Donc, allez-y vraiment
pour vous abonner. C'est pas très cher, donc vous pouvez aller vous abonner et c'est vraiment qualitatif. Et donc, il y a 2 articles qui étaient sortis il y a quelques temps de ça, autour en fait d'Adam Silver qui était venu à Villeneuve d'Ascq, c'était pendant les Jeux de Paris 2024. Il était venu assister au tournoi de basket, etc. Il avait été assez agréablement surpris de toute l'effervescence autour du basket, et ça revient à ce que tu disais, Anna, c'est-à-dire que aux JO, les Jeux Olympiques, quand tu as les Jeux, c'est vraiment la vitrine du monde sur le sport. Et le basket est un des sports les plus suivis dans la compétition la plus suivie à travers la planète. Non, mais c'est vrai, c'est dingue il suffisait de voir l'ambiance qu'il y avait à Villeneuve d'Ascq, puis à Paris, mais on va d'abord dire à Villeneuve d'Ascq, même pour des matchs du tournoi féminin, ou pour des matchs. Toi, tu y étais, tu as eu la chance d'y être et c'était incroyable. Et donc, Adam Silver était présent, il avait fait une petite conférence de presse, donc ça date de août 2024. Et il avait, alors, c'est un serpent de mer qui circule depuis quelques années déjà, mais il avait reconfirmé qu'il y avait la possibilité de lancer des équipes ou même une propre ligue de basket en Europe. Alors, soit donc via donc une ligue à part entière, ou alors via un tournoi avec différentes franchises. Il avait également dit que par contre, s'il y avait un développement des franchises en Europe, ce serait bien des franchises. Il n'y aurait pas que une ou deux franchises, parce que évidemment, vous comprenez bien que s'il y a un pont avec la NBA, les franchises, si tu as une franchise en Europe, toutes les autres franchises NBA ne vont pas faire des traversées de l'Atlantique pour aller y aller. Déjà, en termes d'écologie, on repassera, et même en termes économiques, c'est pas du tout bon pour la NBA. Mais il y a vraiment ce projet-là en Europe. Juste avant qu'on reste focus sur l'Europe, on se rappelle que depuis quelques années, on parle d'une extension du nombre de franchises de la Ligue. On sait que c'est dans les cartons et que ça va se faire dans quelques années, là, tout ça. On sait que tu as 2 équipes, tu as 2 villes qui sont en ballottage très favorable. Tu as Seattle et tu as Las Vegas, qui sont tous les deux sur le territoire américain. Mais tu as aussi, et Adam Silver l'avait dit, tu as Mexico. Ouais. Mexico City, qui est un territoire sur lequel il y a des matchs de saison régulière, on en parlait tout à l'heure. Il y a une équipe de G-League à Mexico City également. Et Adam Silver avait dit que c'était vraiment peut-être dans un second temps la possibilité pour la NBA d'ouvrir le marché d'un point de vue officiel, comme tu l'as dit au Canada, mais ça fait maintenant quelques années avec Toronto et avant Vancouver, et avec Mexico. Mais toi, t'en penses quoi de ce projet de développement de ligue ou de franchise en Europe, vraiment d'un point de vue NBA? Alors, je suis pas. En fait, ce serait quoi? Ça veut dire, est-ce que ce serait une G-League à l'européenne ou est-ce que ce serait vraiment quelque chose de NBA? Et alors, dans quelle mesure? Est-ce que ce serait en Europe uniquement ou alors est-ce qu'il y aurait des matchs aux États-Unis? Et alors, logistiquement, ça se passerait comment? Etc. Moi, je pense que je suis pas sûre que je suis pas visionnaire, moi. Je suis pas. On n'est pas tous des David Stern ou des Adam Silver. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que, en fait, moi, à mes yeux, ce qui serait quand même vachement plus sympa, ce serait quand même d'organiser plutôt une sorte de tournoi de play-off, en fait, entre les meilleures équipes européennes, ou alors ou finalement une finale play-off mondiale entre l'équipe championne d'Euroleague, qui est censée donc être la meilleure équipe d'Europe, et le champion NBA. Et comme ça, à ce moment-là, on peut vraiment parler de World Champion. Parce que les champions NBA, c'est pas les champions du monde. Mais ça, c'est très américain. Dans tous leurs sports, ils sont World Champion, alors que... Oui, je sais bien. Mais c'est juste que, du coup, si tu veux commencer à t'étendre en Europe, je pense que c'est déjà la première phase. Si ensuite, j'ai pas très bien compris en fait qu'est-ce qu'ils veulent faire en Europe. S'ils veulent se créer une ligue qui serait une G-League et une Development League, et à ce moment-là, tu aurais quoi? Tu aurais tes joueurs américains plus des joueurs européens, et puis après, le but, ce serait d'arriver en NBA. Je comprends pas tellement en fait le but. Parce que finalement, c'est ça. C'est le fait quel est l'acheminement, si tu veux, intellectuel de cette ligue-là? Est-ce que ce serait des places pour la draft pour ces joueurs-là qui réussiraient dans cette ligue? Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment un truc vraiment de développement, ou est-ce que c'est vraiment une ligue à part entière et ce sera les joueurs là-bas seraient jugés au même niveau s'ils veulent se porter
candidat à la draft. Il y a plein de trucs, en fait, où j'ai pas. Alors, ça se trouve, je peux le lire et je peux trouver les réponses à mes interrogations, mais je les ai pas vues. Et donc, en fait, je me pose pas mal de questions. L'Euroleague, en l'occurrence, c'est une ligue fermée de 18 équipes sous contrat, enfin, sous Oui, si, contrat sous contrat, si. et avec un forfait de quelques années, etc. Donc en 2025-2026, si je ne me trompe pas, tous les contrats ou presque arrivent à expiration. Donc en fait, ce serait à ce moment-là que la NBA s'insérerait dans la ligue. Je ne comprends pas en fait quel est le but et qu'est-ce qui serait. Je ne suis pas sûre que les équipes d'Euroleague soient tout à fait pour en termes basketball. En termes business, c'est encore autre chose. Mais en termes basketball, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment relevant pour eux. Mais bon, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai vu des articles passer, mais je n'ai pas encore très bien compris comment ça s'organiserait, cette histoire. Bon, alors après, je pense que les réponses, tu ne peux pas les avoir parce qu'eux-mêmes ne semblent pas avoir les réponses. Parce que quand tu lis un petit peu ce que dit David Stern, non, Adam Silver, pardon, il le dit, nous n'avons pas encore pris de décision définitive. Donc je continue de croire qu'il y a là une opportunité énorme. Donc il y a là, c'est-à-dire de développer un produit NBA en Europe. Et même la NBA en elle-même, et donc Adam Silver et compagnie, ne savent pas exactement encore déjà en termes de qu'est-ce qui est vraiment prévu, et du coup en termes de planification. On sait que quand tu es on sait que voilà, la NBA c'est un business, la NBA c'est une entreprise, et donc tu dois planifier, tu décides pas du jour au lendemain d'aller créer une ligue, tu vois, ça se fait sur des années, des années, des années. Et c'est là que c'est intéressant, et c'était vers là aussi que je voulais t'emmener, t'y as un petit peu parlé, mais imaginons, tu vois, là c'est le côté science-fiction. Tu vois, dans quelques années, mais vraiment pas, voilà, vraiment dans quelques années, tu vois, la NBA décide, on part de ce postulat-là. Elle se dit, bon, bah, ok, on va créer une ligue, tu vois, en Europe, ok, avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 franchises, 12 franchises, machin, ok. Tu vas avoir un concurrent. Tu vas avoir l'Euroleague, tu vois. Alors ouais, ok, c'est pas le même basket, c'est pas ceci, c'est pas cela. Tu vas toujours avoir les deux teams, la team Euroleague contre la team NBA. Peu importe, on n'est pas là pour faire ce débat-là. Mais tu vas avoir un concurrent direct. Et on sait, et pour avoir lu dans un des deux articles de The Athletic, il y a des interviews en fait des dirigeants de l'Euroleague. Et ils le disent, eux, ils sont pas nécessairement contre l'arrivée de la NBA. Alors après, il faut voir sous quelle forme, dans quel deal exactement, mais ils préviennent aussi la NBA et la Ligue en général américaine que s'implanter en Europe, c'est pas évident parce que le marché européen, et là on revient à ce qu'on disait en introduction, Anna, c'est que il est très basé sur la culture, tu vois, la culture populaire, et sur le côté, bah, tu habites, je sais pas, tu habites à Barcelone, bah, tu vas supporter à corps et à cri l'équipe du Barça. Tu vois, tu habites à Madrid, c'est le Real Madrid. Tu habites, je sais pas, bon, bref, il y a 45 exemples. Et arriver avec un produit tout neuf, proposer un sport qui existe déjà sur un continent historiquement où le sport est très implanté, avec de vrais ancrages psychologiques et historiques, c'est pas parce que tu t'appelles la NBA que tu vas gagner ton pari d'avance, tu vois. Il y a ça, et je suis entièrement d'accord avec toi. Et il y a aussi une différence. La NBA, même si tu as une équipe à Toronto, c'est un seul pays général. Bon, c'est fédéral et tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ça reste un seul pays. En Europe, c'est plein de pays. Alors, ok, c'est sous l'UE et bon, c'est. Ok, mais ça reste des pays différents. Et donc, en fait, logistiquement, c'est encore une autre histoire. Et en fait, je me dis, ok, donc est-ce que la NBA rentrerait dans l'Euroleague et donc en fait, tu aurais une équipe NBA. Alors, une équipe NBA, ça veut dire quoi aussi? C'est composé de qui? C'est composé de joueurs américains uniquement? Mais non, parce qu'en fait, en NBA, il n'y a pas que des joueurs américains dans les équipes. Donc en fait, c'est quoi la différence? Et c'est quoi la différence entre en fait, une équipe NBA en Europe et une équipe Euroleague? Et déjà, tu vois, là, tu comprends pas. Et alors, l'Euroleague, c'est une chose, mais l'Euroleague, c'est pas géré par la FIBA. La FIBA, c'est encore autre chose. Mais la FIBA, de ce que j'ai cru comprendre, sont plutôt ouverts à cette idée-là. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, moi, je comprends. Alors, il y a plein de trucs. Moi, je vois une sélection de 10 équipes NBA, une sorte de playoff NBA,
des 8 équipes, les 8 meilleures équipes, les 8 meilleurs bilans, si tu veux, de NBA, disons. Allez hop, toute conférence confondue, avec les 8 meilleures équipes d'Euroleague. Et alors là, ça te fait une sorte de play-off ou une sorte de mini-tournoi, tu vois, que tu peux avoir en juin, juillet. Alors là aussi, compliqué, parce que il y a les challenges du calendrier. Ça se trouve, je suis complètement dans la science-fiction, là. Hein. Moi, je te dis, moi, ce que j'ai envie de voir. Mais Bien ça ne veut sûr. pas dire que c'est ça qui va se passer. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire une équipe NBA en Europe. C'est une équipe qui est gérée par Adam Silver, indirectement, whatever, en Euroleague. Mais qu'est-ce que ça veut dire globalement? Ça veut dire quoi? Parce que ça rentre dans l'Euroleague, ça va jouer contre qui? Combien il y aurait d'équipes? Mais s'il n'y a que 4 équipes, bah, c'est pas très intéressant en fait finalement. Sauf que, est-ce que les équipes d'Euroleague ou les villes qui ont une équipe en Euroleague seraient très intéressées d'avoir une équipe NBA aussi chez eux. Enfin, et en C'est fait, ça. et donc ça ouvre un marché qui est, enfin, pas qui est complètement différent, mais qui ouvre des challenges. Et enfin, je sais pas, ça relève de la science-fiction. Et je dis pas non, hein. Je dis pas non. Je dis juste, j'aimerais comprendre comment tu veux mettre ça en place. Mais honnêtement, moi, tu me fais des playoffs, les 8 meilleures équipes de NBA, les 8 meilleures équipes d'Euroleague, et paf, tu les mets ensemble. Et ça se trouve, ça va finir avec 2 équipes de NBA hein, à la Ben, fin. Ou ça ouais, se trouve, ou ça va finir avec 2 équipes c'est ça. d'Euroleague. Euroleague, ouais. C'est ça justement la beauté de l'histoire. Et finalement, tu sais, c'est ça où tu vas dire, ah ouais, machin et tout. Mais je me dis que si tu fais ça, il y a un intérêt. Il y a déjà un intérêt à jouer en Euroleague. Mais si tu fais ça, tu gardes encore plus un intérêt à jouer en Euroleague parce que de toute manière, tu vas jouer potentiellement avec des équipes NBA. Ah Mm. ouais, mais non, bah, du coup, en fait, le but, c'est d'attirer ces joueurs européens en NBA. Ah mince, attends, il y a un problème dans la réflexion. Il y a 50 000 problèmes dans cette réflexion. Je suis dans la science-fiction totale, je me fais des romans. Laisse tomber. Le concours de 2025, c'est bon, mais ça veut dire que moi, ça m'inspire tellement de développement, de marketing, etc. Et à côté de ça, et pardon parce que c'est pas quelque chose dont on avait discuté ni rien, mais je pense aux ligues qui sont ailleurs. Et je pense à la ligue australienne, qui est une ligue hyper prometteuse, mais qui est à l'autre bout du monde. Donc Bah oui. mais c'est là où les joueurs européens vont aussi se développer. Mais je pense surtout à la ligue japonaise, qui, elle, se met totalement sur le business model NBA et qui veut recréer une NBA au Japon avec un style de jeu qui est complètement différent, qui est beaucoup plus physique, notamment sous le panier, qui est beaucoup plus intense défensivement. C'est aussi intéressant à voir. Est-ce que ça ne vaut pas le coup aussi de développer quelque chose avec le Japon? Il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi des viviers japonais, on l'a vu aussi. Hein. On l'a vu, les équipes japonaises, et on a eu Hashimura en tête de liste de tout ça. C'est intéressant le Japon. Alors moi, je suis d'accord, tu vois, pour faire des choses en Europe, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres trucs ailleurs. L'Australie, c'est intéressant. Le Japon, c'est intéressant. Il y a Le, plein le, de faire, en fait. Ils devraient le- s'engager à la NBA. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que si t'écoutes, on leur enverra le sonore de l'émission. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement intéressant. Et juste pour vous donner deux, trois éléments pour terminer la construction intellectuelle, on va dire, de ce sujet-là. C'est vrai que une des théories qui se répand un petit peu, c'est qu'en gros, la NBA partirait sur une idée de ligue avec à la fois des équipes européennes, et je vais mettre un bémol là-dessus, des équipes européennes existantes, pardon, et des équipes d'expansion. Ça répond en partie à ta question. Mais alors, le problème des équipes européennes existantes, c'est que tu ne pourrais pas ou très peu toucher en fait aux grosses écuries. Tu vois, Ah les ouais, grosses écuries d'Euroleague, il y a un contrat, il y a une licence, comme tu dis, c'est un truc fermé, tout ça. Ça voilà. serait compliqué. Mais à côté de ça, il y a aussi certaines équipes d'Euroleague ou certaines équipes qui jouent en Europe qui se plaignent parce que, et on en revient au côté business, bah en fait, le basket en Europe ne fait pas gagner assez d'argent. Quand tu vois les sommes astronomiques des franchises NBA, alors c'est les États-Unis, c'est autre chose, mais et même quand tu t'arrêtes en Europe à d'autres sports, le football, pour ne pas le citer, l'argent qui est brassé est astronomique. C'est des milliards et des milliards comparé à des sommes qui sont beaucoup moindres pour même des grands clubs de basket européens. Donc,
tu peux te dire quand tu es propriétaire d'une franchise d'un club en Europe, tu te dis, ah tiens, si la NBA arrive avec son business plan, si la NBA arrive avec sa capacité à drainer de l'argent, qu'on soit d'accord ou non avec ça, mais on est dans un monde, c'est comme ça qui fonctionne, et tu peux te dire, je vais peut-être écouter un petit peu et je vais me dire pourquoi pas rentrer dans les négociations, ou en tout cas écouter d'une oreille, parce que voilà, l'argent c'est aussi le nerf de la guerre et on sait comment ça fonctionne. Mais voilà, Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et je rajoute juste un truc. Vas-y. Et c'est un avis personnel. Je pense que si la NBA peut venir et taper un peu dans la stratégie de communication de l'Euroleague, et je parle pas des équipes en elles-mêmes, qui font en général plutôt bien le boulot à peu près, mais l'Euroleague en général en tant que ligue. Oui. Et si ça se calquait un petit peu sur le type de communication qu'a la NBA, je pense que déjà, on aurait un début de solution et un début de « OK, pourquoi pas ?» selon ce modèle-là. Le problème, c'est vraiment, à mon avis, à l'heure actuelle, la communication de l'Euroleague en général. Ouais, on sait que la NBA, c'est un modèle, tu vois? On en parlait tout à l'heure du côté pionnière de la ligue sur plein de domaines. Là, on a parlé du domaine sportif, mais rappelle-toi pendant la bulle d'Orlando, quand il y avait eu les problèmes avec George Floyd, et cetera, aux États-Unis, la NBA est toujours pionnière dans plein de domaines socio-économiques, politiques, Ouais. sportifs et tout. Donc et de communication. Donc, c'est vrai qu'elle pourrait arriver avec sa force de frappe, qui est monumentale, en fait. Et donc voilà, plein de questionnements, évidemment. C'est des sujets qu'on va entendre très régulièrement et qui risquent d'arriver plus fréquemment qu'on ne l'entende, parce que tu en parlais tout à l'heure, Adam Silver, là, le gros dossier qu'il avait sur la table, c'était son nouveau contrat télé domestique. C'est signé, il a fait un bon gros pactole pendant, là, ils sont bons pendant une dizaine d'années. Donc là, lui, c'est bon, il a géré ça. Donc maintenant, le prochain gros dossier, c'est l'expansion avec très certainement Seattle et Las Vegas. Mais donc, ce projet de développement à l'international, c'est des choses qui vont revenir dans l'actualité. Je ne te dis pas que ça viendra tous les 4 matins, mais dès qu'Adam Silver sera en déplacement, dès qu'il y aura, là, il va être à Paris dans 10 jours pour les NBA Paris Games. Ça ne m'étonnerait pas qu'une des questions ou qu'une des réponses qu'il apportera est en lien plus ou moins proche avec le sujet qu'on vient d'aborder depuis 50 minutes. Ça ne Ouais. m'étonnerait pas, tu vois? Mais encore une fois, la NBA, mais qu'elle vienne en Europe, il y a pas de problème. Je suis absolument pour. Je veux juste essayer de comprendre dans quelle mesure ça peut se faire sans bazarder ce qui existe déjà, qui est plutôt sympa finalement, tu vois? Bien sûr. L'Euroleague, c'est plutôt sympa. L'Eurocup, c'est plutôt sympa. Ça permet de mettre en avant des plus petits clubs avec des moins gros moyens. On va voir. On va voir. Bon, Je suis très ouverte. J'aime bien la science-fiction, donc oui. Nous aussi, j'espère et je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, vous avez plein d'idées, vous avez peut-être même des infos, parce qu'on n'a peut-être pas été glanés, ou vous avez des hypothèses, en tout cas, des choses, et il y a peut-être des très bonnes idées là-dedans. Donc, ça peut être l'occasion, dites-nous sur les réseaux si vous voulez aborder tout ça. Mais voilà, on a balayé un petit peu tout ça, on aurait pu en parler encore pendant longtemps, il y a des choses qu'on n'a pas abordées, mais on va pas non plus faire 2 heures sur ce sujet-là. Je pense qu'on a été déjà été assez conséquent. Et voilà, on voulait vraiment aborder ce sujet-là avec Anna, parce que la NBA reste un produit marketing. Ça reste du sport pour nous. C'est d'abord du sport. Mais pour Adam Silver et les grands patrons, c'est pas du sport, hein, c'est du... Ouais, et puis en fait, on est typiquement le produit de cette vision, si tu veux, de fin des années 80, début des années 90, finalement, toi et moi. On est oui. ce produit, ce résultat-là. Donc, et on va voir on verra si Adam Silver est aussi visionnaire que David Stern dans ses décisions dans les années à venir. Je pense que oui, parce que finalement, il y a eu plein de choses qu'il a décidé et qu'il a fait, qui ont fait revivre un petit peu des choses. L'intérêt de la fin de saison pour le jeu, c'est revenu avec le play-in, qu'on aime ou qu'on l'aime pas. Les équipes, elles se donnent vraiment jusqu'au bout maintenant. Ce qui était pas le cas avant. C'est clair. Donc on va voir tout ça dans les mois, dans les années à venir, très certainement. On aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, c'était pour en discuter ensemble à l'occasion là, donc de ces matchs à Paris qui auront lieu. C'est quoi déjà? C'est le 21-23 janvier, c'est ça, je crois? Oui. Entre les Spurs donc et les Pacers. Voilà pour notre podcast.
On termine ça tranquillement. Anna, je te remercie d'avoir été présente pour discuter de ce vaste sujet. Oh bah merci, hein, franchement. Bah non, c'était un plaisir. J'espère en tout cas J'adore ce j'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Surtout, on va se retrouver la semaine prochaine, évidemment, pour une autre émission autour de la NBA, autour du basket. On va travailler ça. On va essayer de vous proposer aussi une émission sur une thématique différente. Et en tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine. À vous, profitez bien des matchs de basket. N'oubliez pas, lundi de la semaine prochaine, il y a le Martin Luther King Day. Ah oui. Il y a plein de matchs à horaires européens. On parlait des horaires Exact. européens. Là, ça commence très tôt, même 18h, il y a les premiers matchs, il y a plein d'équipes à suivre. La semaine prochaine, c'est pas mal. Tu as le MLK le lundi et après, hop, direction Paris avec 2 matchs dans la semaine. Donc, on va être gâtés encore une fois. Ok, donc mardi, on met un congé maladie, pas de problème. C'est compris. On vous mettra le mail privé d'Anna, comme ça vous lui enverrez, elle vous fera des copies d'arrêt de travail. Oui. Ouais. Allez, en tout cas, très bonne journée à vous, très bonne soirée, bonne semaine basket et à plus tard. Allez, ciao.